Paris rue du Faubourg Saint-Honoré. Nous sommes le 31 juillet 2017. Une torpeur estivale enveloppe la capitale, les pavés brûlent encore, mais soudain le temps se suspend. Une dépêche tombe glaciale provoquant une onde de choc qui traverse l'Hexagone. Jeanne Moreau n'est plus. Cette figure mythique, cette beauté qui ne ressemblait à aucune autre vient de tirer sa révérence. Ce timbre de voix si particulier, grave et rocailleux qui avait hypnotisé des générations entières s'est définitivement tue. Elle s'est éteinte sans bruit, presque sur la pointe des pieds, dans le huis clos de son appartement parisien. Une fin d'une discrétion absolue aux antipodes des feux de la rampe aveuglant qui l'ont traquée sans relâche durant plus de 60 ans de carrière. Bienvenue sur Icônes et Silence, la chaîne où nous prêtons l'oreille aux secrets que les légendes ont tus toute leur vie. En ce début d'année 2026, nous ouvrons le dossier brûlant de celle que l'histoire a couronnée comme la plus grande séductrice du 7e art français. Durant des décennies, l'imaginaire collectif a perçu Jeanne Moreau comme une tornade, une force de la nature indomptable. On la voyait comme l'incarnation de la liberté absolue, une femme qui écrivait sa propre loi passant d'un amant à l'autre avec la même aisance qu'elle changeait de costume. Le menton haut, le regard impérieux, jamais elle ne semblait plier. Elle restera à jamais Catherine dans Jules et Jim, cette silhouette courant sur la passerelle, avec ce sourire énigmatique qui envoyait valser la morale bourgeoise. Elle était l'égérie intouchable de la nouvelle vague, celle sur qui les critiques semblaient glisser sans laisser de traces. Pourtant, derrière ce masque de femme fatale, inébranlable, derrière cette carapace d'assurance, vibrait une réalité infiniment plus friable. Une vérité sombre qu'elle a verrouillée à double tour au tréfonds de son âme, ne laissant rien filtrer jusqu'au crépuscule de son existence. La question nous hante: comment une femme vénérée par les génies, adorée par des géants, allant du visionnaire Pierre Cardin. Au ténébreux, Louis Malle a-t-elle pu achever son voyage dans un isolement aussi total, aussi poignant? Cette fin solitaire n'était pas un hasard du destin, mais l'aboutissement logique d'un secret toxique, une blessure primitive qui a orchestré dans l'ombre la moindre de ses décisions. Peu avant son grand départ, Jeanne a laissé planer le doute, sa légendaire liberté n'était peut-être qu'un leurre. Une armure sophistiquée, une forteresse érigée pierre par pierre pour se prémunir d'une souffrance archaïque. La clé de l'énigme Moreau n'est pas sur la pellicule, mais dans les stigmates invisibles de son histoire. La tragédie s'est nouée bien avant les paillettes dans l'atmosphère chargée d'une brasserie de Montmartre. C'est là qu'un geste d'une violence inouïe a fracassé l'insouciance d'une enfant, la propulsant brutalement vers une gloire qu'elle n'avait pas consciemment désirée. Il faut visualiser cette scène fondatrice brutale, irrévocable au cœur de cet établissement tenu par son père Anatole. Un homme du 19e siècle égaré dans le 20e, un patriarche rigide pour qui le théâtre et le cinéma n'étaient que des synonymes de prostitution, une tache indélébile sur l'honneur familial. Le jour où il a découvert que sa propre fille bravait son autorité en suivant des cours au conservatoire en cachette, la sentence fut immédiate. Pas de discussion, pas de procès, une réaction épidermique physique terrifiante. Le bruit sec d'une gifle a claqué figeant l'air autour d'eux. Anatole a jeté sa fille à la rue, comme une malpropre lui, hurlant qu'elle ne serait jamais rien lui prédisant une fin misérable dans le caniveau avant l'aube. Et voilà Jeanne seule, abandonnée sur le pavé parisien. Sa joue est en feu, marquée par la main paternelle, mais à l'intérieur, son cœur vient de se changer en glace. Une détermination froide et implacable l'envahit. Elle ne verse pas de larmes de tristesse ou de supplication. Ce sont des larmes de rage pure. À cet instant précis, elle scelle un pacte silencieux avec elle-même. Elle deviendra immense. Si célèbre, si omniprésente que son père ne pourra plus faire un pas sans voir son visage. Il ne pourra plus ouvrir un journal, écouter la radio ou marcher dans la rue sans être confronté au nom qu'il a voulu bannir. Ce traumatisme originel s'est métamorphosé en carburant nucléaire pour sa carrière. La jeune fille timide s'est effacée pour laisser place à une guerrière dévouée corps et âme à son art. Cependant, l'ascension vers le firmament n'avait rien d'évident. Jeanne ne possédait aucun des atouts de la beauté. Académique réclamée par le cinéma d'après-guerre, c'était l'époque des blondes incendiaires et des visages de porcelaine. On critiquait ses cernes, marquées les coins de sa bouche qui tombaient, on la jugeait trop cérébrale, pas assez poupée. Les maquilleurs et producteurs voulaient la corriger.
raboter ses aspérités, lisser ce visage, qui racontait déjà trop d'histoires. Mais elle a dit non. Un refus catégorique, une obstination farouche qui allait devenir sa marque de fabrique. C'est précisément cette authenticité radicale qui a foudroyé Louis Malle. Pour Ascenseur pour l'échafaud, il a pris le risque fou de la filmer sans fard. Il l'a laissée errer sur les Champs-Élysées, éclairée uniquement par les néons des vitrines, révélant une beauté d'un genre nouveau, moderne, inquiétante, magnétique. Du jour au lendemain, la France réalisait qu'une femme pouvait être sublime non pas par sa perfection plastique, mais par sa vérité crue, par l'intensité de sa présence. L'apothéose est survenue avec François Truffaut et le chef-d'œuvre absolu Jules et Jim. Dans cette œuvre, Jeanne Moreau a transcendé son statut d'actrice. Elle s'est muée en allégorie vivante de l'émancipation féminine. Lorsqu'elle entonne le tourbillon de la vie, avec cette voix légèrement fêlée, désinvolte, mais d'une justesse émotionnelle chirurgicale, le temps s'arrête. Elle offrait enfin une voix, une résonance à toutes ces femmes qui aspiraient secrètement à briser les chaînes des conventions sociales. Elle est devenue Catherine, cet idéal que tous les hommes voulaient conquérir et que toutes les femmes rêvaient d'incarner. Une muse souveraine qui dictait ses propres règles en amour comme dans l'existence. Les années 60 se sont prosternées devant elle. De la Croisette à Hollywood, la critique internationale saluait son génie. Elle avait gagné son pari insensé. Son visage s'affichait partout en format géant, incontournable. La vengeance était accomplie. Elle avait prouvé à Anatole son erreur monumentale. Elle avait mis le monde à genoux par la seule puissance de son talent. Mais au sommet de cet Olympe, alors que les vivaces de la foule résonnaient et que les crépitements des flashs l'aveuglaient, Jeanne commençait à sentir l'amertume de sa victoire. Cette célébrité qu'elle avait chassée comme on chasse une proie pour se venger commençait à tisser autour d'elle une prison dorée, un piège dont elle ne mesurait pas encore la violence. Car si le public vénérait une déesse, l'industrie cinématographique, elle repérait une proie juteuse. Les vautours commençaient déjà à tournoyer autour de cette lumière trop intense. Si les spectateurs n'étaient éblouis que par le glamour des tapis rouges, la réalité des coulisses ressemblait à un théâtre d'ombre bien plus cruel et impitoyable. Devenir une icône, ce n'est pas simplement être admiré. C'est être dépossédé de sa propre identité, c'est devenir un objet public. Et Jeanne Moreau a payé le prix fort pour porter cette couronne d'épines. Le système, cette machine insatiable qui l'avait propulsée au sommet, réclamait désormais son dû avec une voracité terrifiante. On ne lui demandait plus seulement d'interpréter des rôles. On exigeait qu'elle fasse du Moreau 24 heures sur 24. On voulait qu'elle soit perpétuellement cette créature mystérieuse, intellectuelle et fatale, lui refusant le droit à la moindre faiblesse, à la moindre banalité humaine. Les contrats s'empilaient, transformant sa passion initiale en une course contre la montre effrénée. Chaque minute de sa vie était chronométrée. Chaque sourire faisait l'objet d'une négociation, chaque apparition était disséquée. Elle, l'esprit libre par excellence, se retrouvait captive d'un agenda qu'elle ne contrôlait plus, entourée d'une cour de sycophantes qui s'évaporait dès que les projecteurs s'éteignaient. Mais la blessure la plus profonde, celle qui saignait en silence sous les étoffes de haute couture, se situait dans sa vie intime. Ce jardin secret qu'elle tentait désespérément de préserver des regards indiscrets. C'est précisément là que le paradoxe de son existence éclate avec le plus de violence, celle que l'on surnommait la grande amoureuse du cinéma français. Elle traversait alors des déserts émotionnels d'une aridité effrayante, tentant de naviguer dans les eaux tumultueuses de sa passion dévorante pour le grand couturier Pierre Cardin. Ce fut une histoire d'une magnificence rare, un amour absolu et incandescent, mais hélas une idylle condamnée avant même de naître par les dictats impitoyables d'une société bourgeoise et figée. Au fond d'elle-même, elle avait la certitude lucide qu'il ne pourrait jamais lui offrir ce foyer conventionnel, dont une part secrète de son âme rêvait peut-être. Mais elle s'est jetée dans cette passion à corps perdu, bravant avec panache les ragots venimeux et les regards en coin du tout Paris. Cependant, cette ferveur amoureuse aussi authentique, soit-elle ne suffisait pas à combler le gouffre vertigineux que la célébrité creusait inexorablement autour de son existence. Le destin l'obligeait à partager cet homme avec un empire de la mode en pleine expansion, tout comme elle devait morceler sa propre âme, pour son public ne gardant que de maigres miettes pour nourrir sa vie intime.
Et puis le coup de grâce est arrivé avec une trahison d'une violence inouïe exposée sur la place publique, un choc qui a manqué de peu de la briser définitivement. Son union avec le réalisateur Tony Richardson a volé en éclats sous les projecteurs du monde entier au moment précis où il l'a délaissé pour les bras d'une autre icône, Vanessa Redgrave. Pour une femme de la trempe de Jeanne dotée d'un orgueil aussi farouche, ce n'était pas simplement une peine de cœur banale. C'était une humiliation dévastatrice exacerbée par la cruauté sans borne de l'exposition médiatique. Les tabloïds tels des vautours se repaissaient de son infortune, étalant le scandale en une disséquence à souffrance, comme s'il s'agissait d'un mauvais scénario l'obligeant à garder la tête haute à sourire et à jouer la femme invulnérable, alors que ses fondations intérieures s'effondraient. Comme elle l'a confié plus tard avec amertume. On découvre brutalement la froideur polaire d'un milieu qui vous idolâtre tant que vous trônez au sommet, mais qui observe votre chute avec une curiosité malsaine et voyeuriste. Durant ces nuits blanches interminables, elle a compris que la notoriété est une maîtresse possessive et jalouse, qui finit toujours par isoler ses proies du reste de l'humanité. Certes, elle possédait la fortune, les distinctions prestigieuses et l'adulation des foules, mais il n'y avait personne pour lui serrer la main une fois le masque de l'actrice tombé. Elle était devenue un monument national et les monuments par essence sont des pierres froides et solitaires. Pourtant, le pire restait tapi dans l'ombre, car derrière les feux de la rampe, un autre adversaire s'avançait, un ennemi invincible, contre lequel aucune comédienne ne peut lutter, l'érosion du temps et le spectre de l'oubli. La véritable tragédie de l'icône Jeanne. Moreau ne fut pas lié à une banqueroute ou à des démêlés judiciaires sordides. Non, ce fut un mal beaucoup plus pernicieux, insidieux et au final terriblement humain. Ce fut la trahison de son propre reflet dans le miroir tendu par une industrie obsédée par le culte de la jeunesse éternelle. Alors que les années 2026 approchaient, celle qui fut l'incarnation de la France a vu jour après jour la lueur changer dans les yeux de son entourage. Le 7e art est un amant cruel, un ogre qui dévore ses muses avec appétit avant de les recracher sans ménagement dès l'apparition de la première ridule. Jeanne a subi cette disgrâce de plein fouet avec une violence inouïe. Les piles de scénarios qui encombraient jadis son bureau se sont évaporées et le téléphone qui sonnait autrefois avec une frénésie rassurante s'est tu. Ce silence lourd, presque mortifère, a laissé place à des propositions humiliantes de rôles de mère puis de grand-mère, effaçant méthodiquement la femme sensuelle, dangereuse et magnétique qu'elle demeurait au plus profond de ses entrailles. Ce fut une mise au placard d'une brutalité sans nom, une manière cynique pour le système de lui signifier que son ère était révolue, qu'elle avait cessé d'être un objet de désir aux yeux des producteurs. Pour une artiste qui avait bâti toute son identité sur son pouvoir de séduction face à la caméra, ce rejet institutionnalisé représentait une petite mort quotidienne, une agonie lente. Elle a vu ses contemporaines sombrer dans la dépression ou se faire massacrer à coups de bistouri pour tenter de retenir une jeunesse enfuie, mais Jeanne se trouvait face à un dilemme cornélien. Devait-elle s'effacer avec dignité ou entrer en résistance dans un monde qui ne voulait plus d'elle? La presse, autrefois si dithyrambique, devenait mordante, critiquant ses tenues jugées trop audacieuses pour son âge ou zoomant cruellement sur les stigmates du temps, comme si vieillir était devenu une faute professionnelle impardonnable. Elle se sentait délaissée non seulement par les producteurs qui l'avaient pressée comme un citron jusqu'à la dernière goutte, mais aussi par une partie du public qui préférait la figer dans le noir et blanc de sa jeunesse, refusant d'accepter sa réalité présente. Cette traversée du désert fut marquée par une solitude abyssale vertigineuse. Elle errait tel un fantôme dans son immense appartement parisien, cerné par des souvenirs de gloire qui ne servaient qu'à accentuer le vide sidéral de son présent. C'est précisément au creux de la vague, alors que beaucoup la croyaient finie rangée sur l'étagère des antiquités poussiéreuses, qu'une colère sourde a commencé à gronder en elle. Elle a pris conscience que cette industrie qui prétendait l'aimer ne l'avait jamais considérée comme une personne, mais comme un produit périssable à date limite de consommation. Elle était blessée certes, mais elle n'était pas morte. Et c'est au moment exact où l'on s'attendait à ce qu'elle se taise à jamais, à ce qu'elle disparaisse poliment dans l'ombre, comme tant d'autres avant elle, que Jeanne Moreau a décidé de forger une arme avec sa douleur. Elle allait démontrer au monde entier qu'une vieille dame,
qu'on qualifiait d'indigne, avait bien plus de choses pertinentes à dire qu'une jeune starlette docile, et elle s'apprêtait à briser le tabou ultime, celui du silence imposé aux idoles déchues. C'est dans la lumière crépusculaire de ces dernières années, alors que sa voix s'était transformée en ce souffle grave et rocailleux si caractéristique, que Jeanne Moreau a choisi de déconstruire le mythe qu'elle avait mis une vie entière à bâtir. Ce moment de vérité n'a pas éclaté dans l'enceinte d'un tribunal, ni lors d'une conférence de presse tapageuse, mais à travers une série de confessions bouleversantes, distillées, avec une lucidité qui faisait froid dans le dos, révélant le grand secret qui hantait son existence. Cette vérité brute qu'elle dissimulait soigneusement derrière ses lunettes noires et les volutes de ses cigarettes. Sa liberté légendaire tant vantée n'était pas un choix hédoniste. C'était une forteresse de solitude érigée par pure nécessité de survie. Elle a enfin osé nommer les démons qui la poursuivaient, à commencer par le spectre d'Anatole, ce père qui ne l'avait jamais regardé, avouant tout avec une honnêteté désarmante. Elle a reconnu que chaque rôle interprété, chaque succès, remporté, chaque scandale provoqué, n'était qu'une tentative désespérée d'arracher une validation paternelle qu'elle n'a jamais reçue. Elle a prononcé un jour cette phrase terrible et magnifique. « J'ai vécu comme un garçon manqué pour prouver à mon père que je pouvais être quelqu'un sans lui. » Mais la révélation ne s'est pas arrêtée à ce constat. Jeanne a levé le voile sur la réalité de ses relations tumultueuses, admettant pour la première fois que sa réputation sulfureuse de dévoreuse d'hommes n'était qu'un bouclier de protection. Elle a confessé qu'elle prenait les devants pour quitter les hommes avant qu'ils ne puissent l'abandonner, rejoint inlassablement le traumatisme initial du rejet paternel. Elle a évoqué Pierre Cardin et Tony Richardson non plus comme des trophées de chasse à son tableau, mais comme des blessures encore ouvertes, des amours impossibles où elle cherchait une sécurité qu'elle était pourtant incapable d'accepter. Ce que l'on prenait à tort pour de l'arrogance n'était en réalité qu'une angoisse sourde, la terreur viscérale de se retrouver face au vide. Elle redoutait plus que tout de redevenir cette gamine de 18 ans jetée sur le pavé parisien avec une simple valise et une âme en lambeaux. Finalement, elle a soldé ses comptes avec ce milieu impitoyable qui l'avait reléguée dans l'ombre. Loin de s'abaisser à quémander des rôles ou à dissimuler les outrages du temps, elle a arboré ses rides comme des trophées de guerre, des preuves irréfutables de son vécu. Avec une lucidité cinglante, elle a fustigé l'imposture d'un système qui idolâtre une jeunesse factice tout en méprisant la beauté profonde de l'expérience acquise. Je porte le poids de mes artères et de la richesse de mes souvenirs, a-t-elle proclamé, refusant le costume de la victime pathétique, pour se dresser vulnérable mais indomptable. Jeanne Moreau a reconquis sa souveraineté. Elle a sublimé cet isolement forcé pour en faire une solitude royale, et le public avide de scandales sur d'autres vedettes a reçu une leçon magistrale, celle d'une femme assumant enfin sa faillibilité et son isolement. Elle ne cherchait aucune absolution pour ses décisions passées, ni aucune excuse. Son unique exigence était d'être contemplée dans sa vérité nue, dépouillée des artifices du 7e art, dans un face-à-face brutal avec sa propre légende et ses démons intérieurs. Ce fut là sa performance la plus bouleversante et l'apogée de sa carrière incarnée Jeanne tout simplement sans masque ni phare. Bien au-delà des paillettes éphémères et des tapis rouges, le crépuscule de Jeanne Moreau résonne comme une mise en garde solennelle et un testament d'humanité. Son destin dépasse la simple biographie d'une actrice célèbre. Il est le miroir impitoyable tendu à une société qui dévore ses idoles avec une voracité d'ogre avant de les rejeter dans les limbes de l'oubli. En brisant le tabou sur sa solitude et ses blessures secrètes, Jeanne nous contraint à un examen de conscience dérangeant, mais absolument nécessaire. Combien d'autres monstres sacrés, jadis adulés pour leur fraîcheur, ont fini leur existence dans le froid de l'indifférence coupable du seul crime impardonnable aux yeux de l'industrie avoir vieilli? Aimons-nous réellement l'âme de l'artiste qui se livre, ou chérissons-nous seulement le reflet glacé et parfait qu'il nous renvoie sur grand écran? L'ultime secret de Jeanne Moreau ne résidait finalement pas dans une liaison scandaleuse ou une révélation sordide, mais dans une vertu bien plus rare, la dignité. Elle nous a démontré que la liberté suprême ne se mesure pas à l'adoration de millions de spectateurs, mais à la capacité de croiser son propre regard dans le miroir sans rougir de honte.
Même lorsque le monde a détourné les yeux, elle a acquitté le prix exorbitant de cette indépendance, une solitude vaste comme l'océan. Pourtant, elle a attiré sa révérence sans jamais avoir bradé son âme. Elle a refusé le statut de victime, préférant rester maîtresse de son destin, jusqu'au dernier souffle, transformant ses cicatrices en médailles d'honneur. Aujourd'hui, en 2026, alors que sa voix grave s'est tue à jamais, il nous reste l'héritage de ses mots et cette vérité brûlante qu'elle nous a léguée. Elle nous rappelle que derrière chaque icône sur papier glacé, un cœur bat, saigne et espère. Il est temps pour nous spectateurs d'apprendre à écouter les silences avant qu'il ne soit trop tard de voir l'humain derrière le mythe. Jeanne Moreau est partie. Comme elle a traversé l'existence avec une élégance discrète, mais son écho ne s'éteindra jamais. Elle ne convoitait pas l'immortalité froide des dieux. Elle aspirait simplement à la paix intérieure d'une femme qui s'est consumée pour son art, apprivoisant enfin ce dernier silence. Dans un ultime murmure, elle nous confie que la seule chose qui compte vraiment est d'avoir vécu sans remords et aimé sans retenue. Merci Jeanne pour cette leçon de vérité absolue.